Salut à tous. Churchill disait, à la guerre, la vérité est tellement importante qu'elle doit être protégée par des gardes du corps qui sont des mensonges. La vérité est tellement importante à la guerre qu'elle doit être protégée par des mensonges gardes du corps. Dans une de mes dernières vidéos, on m'a dit que j'avais l'air préoccupé. Et effectivement, je le suis. Ça m'empêche pas de faire des vidéos porteuses d'espoir, de montrer les voies qui existent, par exemple, dans le problème écologique mondial, dans le dérèglement climatique, dans l'économie. Et c'est ce que je vais continuer à faire dans cette vidéo. Mais à l'heure où je l'enregistre, l'Italie est totalement en quarantaine, tout le pays est en quarantaine, et les marchés financiers mondiaux sont en train de dévisser sévère, mais violemment. Et c'est pas du tout un épiphénomène. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo précédente, le coronavirus arrive à point nommé pour pouvoir, comme un arrêt de train, c'est un train qui passe, pour pouvoir excuser tous les excès et tout ce qui n'a pas été corrigé dans la crise de 2007 et qui nous revient en pleine tête aujourd'hui en 2020. Quand le traité de Versailles a été signé après la guerre de 14, il a été dit par quelques générales bien informés, ou en tout cas lucides, ce n'est pas un traité de paix, c'est une trêve, un armistice pour 20 ans. C'est vrai que le traité de Versailles, c'est 1919, boum, la Deuxième Guerre mondiale arrive en Europe, techniquement plutôt en 1936 avec la guerre d'Espagne, mais en 1939, ça y est, c'est de la guerre mondiale en Europe. Pareil pour la première crise, 2007-2008, comme elle a été très mal gérée, eh bien, on se retrouve avec une deuxième crise mondiale juste derrière. La crise de 2007-2008 n'était pas la première crise mondiale, bien entendu, mais c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on gère absolument n'importe comment la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, on fait n'importe quoi, on a des politiques de planche à billets complètement irresponsables, et en plus on ne pardonne pas à l'Allemagne, et là, on va droit à la Deuxième Guerre mondiale. La crise de 2007-2008, on ne fait pas ce que l'Islande a fait. L'Islande est le seul pays qui a été responsable après la crise de 2007-2008, qui a fait ce qui devait être fait, un contrôle de sa monnaie, une gestion de sa dette tout à fait responsable, bien entendu pénaliser les responsables, les mettre en prison le cas échéant, en tout cas les mettre face à leurs responsabilités. Et en faisant ça, l'Islande a montré la voie de ce qui devait être fait à l'échelle internationale. Ça n'a pas été fait. Aucun gérant de grande banque n'a été mis en prison ou même inquiété. Seul la Lehman Brothers a été autorisé en quelque sorte à faire faillite, mais d'autres banques qui auraient dû et pu faire faillite, comme Goldman Sachs ou comme JP Morgan, n'ont pas fait faillite. Aujourd'hui, on est dans une situation comparable et face à une crise imminente, en développement très rapide, qui est vraiment comparable à la crise de 2007-2008, sauf qu'elle sera plus grave. Il est absolument certain que la deuxième crise, qu'on va donc appeler la crise de 2020, sera plus grave que la crise de 2008. Parce que plus de dettes s'est accumulée, parce que plus de comportements financiers criminels ont été tolérés et encouragés. Dans la crise de 2008, il n'y avait pas de taux négatif, il y en a maintenant. Et dans la crise de 2008, c'est Lehman Brothers qui s'est effondré. On a une banque bien plus grande, bien plus systémique, bien plus prestigieuse en Europe qui est la Deutsche Bank, qui est techniquement morte. Il faut vraiment le dire de la façon la plus claire, la Deutsche Bank est mort-vivante. Elle n'est tenue en mouvement que comme une sorte de personnage politique qui serait peut-être déjà mort et qu'on exhiberait quasiment momifié juste pour donner le change vis-à-vis du peuple. La Deutsche Bank, qui est la banque la plus prestigieuse d'Europe continentale, est mort-vivante. HSBC, qui est une des banques les plus prestigieuses au monde, a totalement liquidé ses agences en France et a licencié plus de 30 000 employés. Et c'est une des banques les plus prestigieuses au monde, si ce n'est la banque la plus prestigieuse du Royaume-Uni. Face à cette réaction en chaîne qui va frapper la zone euro, encore une fois, le coronavirus est une excuse tout à fait sympathique. En aucun cas, il ne saurait expliquer la situation d'effondrement des banques. Il y a cependant des mesures qui pourraient être prises. Et il y a réellement de l'espoir si et seulement si des mesures démocratiques et des décisions démocratiques, c'est-à-dire prises
par les peuples, en forçant leur gouvernement à prendre ces décisions. C'est très important. Les peuples doivent absolument forcer leur gouvernement à prendre leurs décisions. Autrement, la crise peut être catastrophique. Catastrophique, et même un mot beaucoup trop faible. Parce que, réellement, les peuples sont toujours ceux qui vont encaisser le plus dans une crise, systématiquement. Il y aura une crise de la dette en Europe, les pays de la zone euro sont surendettés, il va falloir réévaluer cette dette, c'est-à-dire l'auditer, mais lui mener un audit populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un audit populaire d'une dette? C'est extrêmement simple. Vous êtes au restaurant, on vous amène l'addition. Eh bien là, vous devez demander ce que vous avez eu contre cette addition. Quelles étaient les entrées, quel était le plat de résistance, quel était le fromage et le dessert. Et puis les boissons. C'est quoi l'équivalent pour un audit populaire de la dette? C'est quel service public, quel bien j'ai eu contre cette dette. Qu'a-t-il été offert au peuple contre cette dette? Le peuple doit savoir. Une dette de plusieurs milliers de milliards, qu'a-t-il été offert au peuple contre cette dette? Quelle défense? Quelle santé? Quelle éducation? Quelle assurance chômage? Quelle retraite? Qu'a-t-il été offert au peuple qui est débiteur? La dette, elle est mise au nom du peuple. Elle est mise au nom du peuple puisqu'on dit qu'elle est publique. C'est une dette publique, donc elle est au nom du peuple. Et donc elle relève d'un endettement sur chaque enfant, sur chaque individu qui naît, par exemple en France. Donc le peuple a tout à fait le droit de dire « qu'est-ce que j'ai eu contre cette dette ?» Et par extension démocratique, le peuple a le droit de dire « si je ne vois pas, moi en tant que peuple, ce que j'ai reçu contre cette dette, elle ne me regarde pas. » C'est un point très important. Le peuple doit dire, et la vraie démocratie se trouve ici, la vraie démocratie, vous ne la trouverez nulle part ailleurs que dans la dette. Si vous croyez que la vraie démocratie est dans les urnes, vous vous trompez. La vraie démocratie est dans la dette avant d'être dans les urnes. Ça ne supprime pas l'importance des urnes, même si d'excellents penseurs politiques comme Étienne Chouard ont bien rappelé que choisir ses représentants n'est qu'un tout petit début de pas vers la démocratie, que la vraie démocratie, c'est d'avoir une laisse très courte vis-à-vis de ses représentants et de pouvoir les rappeler à l'ordre à n'importe quel moment. Ça, c'est la vraie démocratie. Tout le reste n'est qu'un embryon, un pas, une marche vers la démocratie. Mais pouvoir maintenir ses représentants dans une laisse très courte, les rappeler à l'ordre, c'est ce qu'on a en Islande, c'est ce qu'on a en partie en Confédération helvétique où la démocratie est beaucoup plus directe. Une démocratie avancée, mature et saine, c'est celle-là. C'est celle où les représentants sont maintenus dans une laisse très courte vis-à-vis du peuple qui continue à gouverner. La Constitution française le met par écrit, mais sans avoir les dents pour pouvoir mordre que c'est le peuple qui gouverne. Eh bien, il faut rajouter des éléments très concrets, très clairs, pour rappeler que c'est le peuple qui gouverne à tout moment, à l'heure s'il le faut, dans une situation par exemple de guerre nucléaire, c'est à l'heure que les décisions sont prises, au mois, au trimestre, c'est plutôt comme ça que la démocratie suisse fonctionne, au mois, au trimestre, mais en tout cas le peuple doit pouvoir agir sur ses représentants démocratiquement élus, beaucoup plus rapidement dans un monde qui évolue beaucoup plus vite, et où les décisions pèsent à l'échelle du mois, du trimestre, peut-être même demain à l'échelle de la semaine. Donc concernant cette dette publique, qui va devenir une des bombes prête à exploser dans la crise bancaire imminente, le peuple doit pouvoir faire un audit de la dette en disant « c'est très simple, si je n'ai pas eu en échange de cette dette, de cette addition qu'on m'a présentée, un service qui raisonnablement vaut cet argent, je ne paierai pas, point, car cette dette ne me regarde pas en tant que peuple français. » Ça, c'est le point très important. La Révolution américaine s'est faite autour d'un seul principe. Pas de taxation sans représentation. Les Américains auraient pu être prêts à ne pas déclarer leur indépendance. Il y avait beaucoup de loyalistes pendant la guerre d'indépendance américaine. Les loyalistes se disaient « nous sommes prêts à être taxés si nous sommes représentés, si au Parlement britannique nous sommes représentés ». Et on le leur a refusé. Donc ils ont dit, eh bien, vos taxes, elles ne nous concernent pas, car nous ne sommes pas représentés, donc elles ne nous concernent pas. Aujourd'hui, l'équivalent de la guerre d'indépendance américaine et l'équivalent du message politique américain du XVIIIe siècle, c'est pas de dette publique sans équivalent public.
Si je n'ai pas eu d'hôpital qui va avec ce prix faramineux sur lequel je suis endetté, si je n'ai pas eu d'école, si je n'ai pas eu d'infrastructure, si je n'ai pas eu tout ce qui va avec de retraite, etc., d'assurance, de fonds souverains pour investir dans les entreprises, cette dette ne me concerne pas. Et le peuple français doit être absolument prêt à dire tout cela. C'est-à-dire, écoutez, dans cette crise bancaire majeure dans laquelle nous sommes et que nous n'avons pas causé, dans cette crise de la dette, montrez-moi ce que j'ai eu contre cette dette, je vous dirai si je vais le payer ou pas. Honorablement, oui. Si j'ai bien eu tel train pour un prix raisonnable, pour un prix comparable dans un autre pays, eh bien oui, je paierai cette dette, puisque j'ai eu un train en échange, puisque j'ai eu des mines en échange, puisque j'ai eu des infrastructures en échange, ou des assurances, ou un bien-être tangible et concret pour le peuple. Mais si le peuple ne l'a pas eu, eh bien, que la personne qui a bénéficié de cette dette la paye, puisque ce n'est pas lui qui en bénéficie. Ça, c'est donc un point très important. Pas de taxation sans représentation, c'était le message clé des colonies américaines au XVIIIe siècle. Eh bien, pas de dette sans équivalent public de la dette, pas de dette publique sans équivalent public, c'est évidemment le message principal qu'il va falloir porter démocratiquement. Démocratiquement. Je vais insister sur ce point de la démocratie, parce qu'il faut continuer à défendre l'accouchement, les contractions de la démocratie. Oui, la France n'est que dans une démocratie représentative, et oui, au regard de l'histoire, une démocratie représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est une tentative, c'est une direction d'aller vers la démocratie, mais une démocratie représentative n'est pas du tout une démocratie aboutie. C'est tout à fait clair. Cependant, il ne faut pas renier ce mouvement. Et il faut mettre plus de démocratie. Oui, la seule solution à la crise majeure dans laquelle nous sommes, c'est plus de démocratie. Avec, dans le cas français, une simplification administrative claire, puisqu'on ne peut pas avoir de démocratie sans une clarté administrative absolument limpide. Commune, région, nation. Il ne faut pas aller plus loin. La métropole française est un territoire somme toute petit. Certes, il y a cette magnifique, grande et prometteuse zone économique exclusive de la France. Certes, il y a un potentiel extraordinaire de la France dans le XXIe siècle. Mais sur le plan administratif, il faut simplifier ça à commune, région, nation. Une fois qu'on a cette simplicité administrative, une démocratie plus directe sera beaucoup plus facile à mettre en place, puisqu'elle reste le seul et unique remède à la crise majeure, bien supérieure à la crise de 2008, dans laquelle nous sommes entrés, bon, depuis plusieurs mois, en réalité depuis plusieurs années. Simplement, dans une crise, c'est toujours la classe moyenne qui est informée en dernier. Quand la classe moyenne est informée, ça y est, la crise est absolument irréversible, puisque l'information, comme on dit, le génie est sorti de la bouteille, l'information est totalement irréversible. Avant que la classe moyenne ne soit informée, eh bien, on a un cercle d'initiés qui peut jouer sur cette crise, qui peut spéculer dessus, comme Goldman Sachs, en pratiquant l'entrisme politique, avec notamment Paulson aux États-Unis, Mario Draghi, Mario Monti en Europe, pouvait pratiquer cet entrisme qui lui permettait de spéculer par anticipation sur les crises à venir. Et de laisser par exemple son ennemi, Lehman Brothers, s'effondrer cependant que Goldman Sachs prenait énormément d'argent du contribuable américain pour être renfloué. Creusant donc une dette face à laquelle il n'y avait pas d'équivalent public. Pas d'équivalent public, pas de dette publique. Eh bien, face à la crise dans laquelle nous entrons, maintenant que les classes moyennes sont informées, alors, bon, les classes moyennes seront totalement informées malheureusement quand les grands médias en parleront et ne pourront plus le cacher, puisque les classes moyennes dans les pays sur lesquels la pyramide des âges est centrée sur les baby-boomers, les classes moyennes s'informent par la télévision et ensuite éventuellement la radio et ensuite seulement Internet. Et bien évidemment, télévision, presse écrite, radio reste la triangulaire de l'information des classes moyennes, des baby-boomers dans les pays occidentaux qui ont une pyramide des âges qui favorise la triade presse écrite, télévision et radio, qui est la triade qui détermine qui gagne les élections. On l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron. Cependant, à un moment ou à un autre, cette triade va être obligée de constater publiquement que les marchés financiers sont dans un effondrement absolument total, que cet effondrement, il faudrait être complètement fou pour croire qu'il n'est que dû au coronavirus. Il est dû au fait qu'on n'a absolument pas réglé les problèmes fondamentaux qui étaient à l'origine de la crise de 2008, les problèmes comportementaux, les problèmes
de gestion de la finance, en particulier qu'on n'a pas forcé les banques à pratiquer le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, qu'est-ce que c'était? C'était une loi qui interdisait aux banques de détail de jouer sur les marchés financiers, parce que déjà à l'époque, on savait très bien qu'il était beaucoup plus profitable à court terme pour une banque de jouer sur les marchés financiers que de prêter à 5% pour un prêt immobilier, et que donc les banques n'avaient plus aucun intérêt, si jamais on permettait aux banques de détail de jouer sur les marchés financiers, de prêter à l'économie réelle, qui pour acheter une maison, qui pour acheter une nouvelle imprimante si vous êtes imprimeur ou n'importe quelle situation de la PME jusqu'au grand groupe, et que les banques ne financeraient donc plus l'économie réelle si jamais on leur donnait une alternative immédiate et beaucoup plus lucrative qui était la spéculation financière à court terme, moyen terme. Le Glass-Steagall Act va revenir en force puisqu'on a besoin des banques. Les banques sont des technologies qui consistent à convertir le temps. Et le métier d'une banque sur le plan économique est de prêter à long terme de l'argent qu'elle emprunte à court terme. Et cette conversion en accordéon du court terme au long terme est décisive dans notre économie. On en a besoin. Les banques actuelles en Europe ne font plus ce travail. Et quand elles le font atrocement mal, avec des services qui sont sans commentaire, je ne vais même plus commencer à commenter la qualité de ces services, n'empêche qu'on peut les soigner, on peut les améliorer. Les banques ne vont pas mourir dans le sens du rôle social qu'elles doivent jouer, cependant elles vont vivre une transformation majeure puisque aujourd'hui elles sont morts-vivantes. Aujourd'hui elles sont morts-vivantes par les taux négatifs, par leur absence de volonté de financer l'économie réelle, qui est liée au fait qu'elles n'avaient même plus de raison de le faire, et après tout on peut même pas en vouloir à des organisations de suivre leur intérêt tant qu'il reste légal. C'est vrai que c'est le rôle des États de faire en sorte que si l'intérêt d'une organisation est légal mais n'est pas dans l'intérêt général, eh bien il va falloir le légiférer, c'est certain. Le légiférer intelligemment. C'est-à-dire avec des résultats, pas seulement avec des intentions et des bonnes volontés initiales qui ne seront pas vérifiées par des résultats concrets plus tard. Eh bien, aujourd'hui, oui, les banques vont mourir en masse. C'est un fait. On a déjà un bank run au Liban, où il s'est avéré que la Banque centrale libanaise était une pyramide de Ponzi, on ne peut pas le dire autrement. Une pyramide de Ponzi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous dites aux nouveaux entrants, je vous donne du 20% l'année prochaine. Et vous payez ces entrants avec les entrants de l'année suivante. Donc quand vous avez des gens qui sont rentrés en 2019, si vous êtes une pyramide de Ponzi, eh bien en 2020, vous leur lâchez 20% parce que vous avez 2 fois plus, 3 fois plus de gens qui sont rentrés en 2020. Mais au bout d'un moment, vous n'aurez pas suffisamment de gens qui rentrent pour payer les gens qui sont déjà là, et votre système va s'effondrer. C'est ce qui s'est passé au Liban. Tout le système bancaire libanais central était une vaste pyramide de Ponzi, et aujourd'hui, le Liban est en bank run, les Libanais ne peuvent plus sortir leur argent des banques. Ça ne les empêche pas de s'organiser, et ça ne les a pas empêchés de survivre. Il y a des décisions qui peuvent être prises pour soigner un pays qui est dans une situation de bank run et qui doit faire face à un tsunami financier majeur. Parmi ces décisions, certaines avaient parfaitement été décrites par feu Bernard Lietaer. Bernard Lietaer, grand économiste, grand spécialiste du futur de la monnaie, c'est même un des titres d'un de ses livres, Le futur de la monnaie, il a été cité dans ce beau documentaire Demain. Et Bernard Lietaer, sa mémoire, il nous a quittés, mais son esprit, sa mémoire, ses idées, son esprit doit être parfaitement développé aujourd'hui et utilisé aujourd'hui, car Bernard Lietaer nous a laissé un héritage sur la résilience monétaire, sur ce qui doit être fait monétairement face à un tsunami comme celui-là, qui est parfaitement la marche à suivre si on le croise avec le scénario islandais, ce qu'a fait l'Islande face à la crise de 2008. Bernard Lietaer recommande l'existence de monnaie locale, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la simplification administrative en France, commune, région, nation. Bernard Lietaer donc recommande des monnaies locales, notamment pas seulement à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, ou même de certains secteurs d'activité, mais aussi à l'échelle de communautés, par exemple des clubs. Il y a beaucoup de clubs d'affaires en France, il y a le club des jeunes dirigeants, par exemple le CJD qui a été créé avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'APM, l'Association Progrès du Management, il y a d'autres clubs ou guildes ou interprofessionnels ou syndicats qui peuvent commencer à fixer des monnaies internes, exactement comme ça a été fait en Suisse avec le VIR et avec le franc Raiffeisen, qui se sont avérés être d'excellents systèmes de monnaie locale. Et ces monnaies permettent de préserver l'emploi, permettent de préserver la dynamique économique et de se cloisonner
face à un tsunami monétaire et financier majeur pour éviter d'entrer dans la sinistrose et le marasme, car oui, dans l'économie, le moral, la prophétie autoréalisatrice est pour beaucoup quand la confiance s'effondre, quand la confiance s'effondre parce que les banques sont mortes, eh bien, la capacité à recréer de la confiance par le bas détermine directement la capacité à se sortir de la crise. Parce que la France en a vu d'autres. Mais ce qui va déterminer sa capacité à en voir d'autres, ce sera sa capacité à faire regermer rapidement de la confiance par le bas. Et la confiance nécessite des tiers, et de nos jours, on a des tiers de confiance automatisés qui sont les blockchains. Mais on a aussi, et ça ne signifie pas que les États vont disparaître, des tiers de confiance qui sont les États. En mélangeant, en faisant un panaché de monnaie locale et de nouveaux tiers de confiance garantis par un État qui sera digne de confiance, c'est-à-dire qui informera bien ses classes moyennes, qui sera le garant de leurs intérêts, qui sera le garant de leurs dépôts, et non pas le garant des intérêts autres que ceux du public. Eh bien, avec un État qui va être le garant des intérêts du public, parce que le public l'aura maintenu dans une laisse très étroite, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais avec un public qui peut maintenir son État au bout d'une laisse très étroite, et avec des technologies blockchain notamment, et des technologies diversifiées de monnaie locale, qui ne représenteront qu'une très petite partie, disons 15% max des échanges, encore 15% c'est déjà énorme, 15% maximum des échanges économiques en France, intérieure. Eh bien rien que ça, plus bien évidemment une sortie de l'euro, quand vous avez la Deutsche Bank et la Commerzbank qui sont mortes, la sortie de l'euro ne se réfléchit même plus. Si vous avez ça, plus donc alors un franc qui sera avec une dévaluation évidente autour de 10 à 15%, plus la dévaluation sera prise tôt, mieux ce sera. Il faut regarder la vérité en face pendant une crise. C'est comme la gangrène. Si vous avez la main qui a subi la gangrène, bien évidemment, c'est mieux d'amputer au poignet que d'amputer au coude ou à l'épaule. Et là, ça nécessite de voir la vérité en face et de savoir exactement ce qui doit être fait. Si vous refusez de voir la vérité en face, la gangrène arrive au coude, elle arrive ensuite à l'épaule, et ensuite la catastrophe est inévitable et la personne meurt. Dans une crise financière majeure, il faut voir la vérité en face, et s'il y a besoin d'une dévaluation, plus vous la prenez tôt, plus elle sera faible. Donc si jamais on revient à une monnaie nationale, dans le cas français, la France a une géographie exceptionnelle, ça reste un des pays les plus visités au monde, ça reste le pays qui a le secteur du luxe le plus avancé au monde, et donc qui est un pays intrinsèquement avec un potentiel exportateur majeur. C'est l'euro qui a réduit le potentiel exportateur de la France, mais la France a un potentiel exportateur intrinsèque. D'abord, par le fait que oui, elle peut rentrer des devises parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront visiter la France. Donc ça, c'est comme une exportation, même si ce sont les gens qui viennent à vous. Le tourisme est une exportation au sens de la balance commerciale. Et enfin, vous avez la France qui est le pays du luxe, qui est le pays de l'aéronautique, qui est le deuxième meilleur lanceur spatial au monde et le meilleur lanceur spatial au monde par la fiabilité de ses lanceurs. La France a un potentiel majeur, mais au bout d'un moment, il va falloir voir la vérité en face, et la réalité en face, il va falloir dévaluer. Si la France prend une monnaie nationale, elle va devoir dévaluer. Mais dévaluer de 11%, c'est rien, 11% à l'échelle. Au bout de 5 ans, vous avez récupéré ça par les exports. Au bout de 5 ans, même moins que ça, vous avez récupéré ça par le dynamisme économique, par le taux de chômage qui s'effondre, ce qui est une excellente chose. Un franc français qui serait quelque part autour du franc suisse, donc de tête comme ça à 10%, 11% autour de l'euro, de moins, ça serait évidemment une bénédiction dans la crise majeure dans laquelle on est en train d'entrer. Donc, le message principal de cette vidéo, c'est qu'en réalité, il faut être optimiste. Mais il faut être optimiste en voyant la réalité en face. Une crise majeure est en cours. Crise en grec, ça veut dire décider, krinen, décider. Une crise favorise des gens qui décident vite et qui décident bien. Et pour décider vite et pour décider bien, il faut que le peuple français reprenne en main sa démocratie. S'il ne le fait pas, la prochaine étape, l'histoire le montre systématiquement, la prochaine étape, dans une crise économique, dans une crise financière, dans une crise bancaire majeure, c'est la dictature de la violence. C'est-à-dire, au moins pire, et encore, une dictature militaire. Une dictature militaire, pourquoi? Parce que c'est l'État qui ne tire sa légitimité que du monopole de la violence. On dit que l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Et la légitimité de la violence ne tient que au fait que son expression
garantit, ou nominalement ou dans les faits, le bien commun. Et donc l'État n'a le monopole de la violence légitime que parce que cette violence garantit le bien commun. Et c'est de là qu'elle tire sa légitimité. Mais un État malade, c'est quand ce n'est pas le bien commun qui crée la légitimité et qui justifie le monopole de la violence, mais quand c'est la violence qui crée la légitimité, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui d'un coup a le droit de faire les lois. Et quand c'est le plus fort qui d'un coup a le droit de faire les lois, vous obtenez l'âge sombre d'avant le Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, l'Antiquité d'après l'effondrement de l'Empire romain, etc. C'est ça que vous obtenez. Quand c'est le plus fort local qui peut faire les lois. À notre époque, ça donne la Libye. La Libye, celui qui a les meilleures armes, qui a la meilleure organisation, qui a le meilleur soutien étranger, peut créer un marché aux esclaves demain sur Tripoli. Ça, c'est ce qui se passe quand c'est celui qui a la force qui fait la loi. Alors que normalement, c'est celui qui fait la loi dans l'intérêt général qui mérite d'avoir le monopole de la force. Et ça, c'est la prochaine étape. Si jamais la France ne connaît pas un sursaut démocratique majeur, c'est-à-dire une expression populaire qui maintient les rênes de l'État au bout d'une laisse la plus courte possible. La plus courte possible, ça veut dire le peuple a le droit de s'exprimer au moins. Le peuple a le droit de contredire une décision prise par l'État au moins. Par un vote démocratique majoritaire, bien entendu. Pas seulement par une manifestation, qui n'est pas un vote démocratique majoritaire, mais qui est la seule façon aujourd'hui que le peuple a de s'exprimer à l'échelle du mois ou à l'échelle du trimestre, puisqu'on ne lui laisse plus le choix que de s'exprimer que tous les 5 ans. Et dans un monde interconnecté comme le nôtre, dans un monde où les décisions doivent être prises, qui impliqueront le sort du peuple sur des décennies, mais doivent être prises à l'échelle du mois ou du trimestre, et on le voit même pour les quarantaines, mais au-delà de ça, pour les marchés financiers, le peuple doit, en démocratie, s'exprimer au mois si besoin est. On ne va pas forcer le peuple à voter tous les mois. Encore qu'aujourd'hui, avec les téléphones, avec les technologies qu'on a, ça serait extrêmement facile. Mais le peuple doit avoir la possibilité de prendre l'initiative d'une expression, au moins s'il le souhaite, puisqu'après tout, c'est le peuple qui gouverne, et le peuple a le droit d'interférer avec le choix de ses intendants, qui sont ses élus. Si on n'arrive pas à ce genre de décision et ce genre d'excellence démocratique, il faut saisir l'opportunité de cette crise majeure pour aller plus loin dans la démocratie plutôt que de la faire reculer. Parce que sinon, ce sera catastrophique, et encore une fois, c'est la dictature militaire qui nous attend. C'est comme ça que De Gaulle avait pris le pouvoir. Il avait rappelé à la 4ème République que le risque était sérieux, que 20 000 parachutistes tombent sur Paris. Et c'était vrai, le risque était sérieux. Notamment parce que De Gaulle jouait sur les deux tableaux, ce qui était très habile politiquement, et c'est comme ça qu'il pouvait tordre le bras à la 4ème République, qui de toute façon était mourante, en disant que 20 000 paras pouvaient tomber sur Paris. C'est très facile de faire un coup d'État en France, il ne faut pas croire, c'est extraordinairement facile. Vous avez dans un rayon de 200-250 mètres, 60% du pouvoir français, 60% du pouvoir politique français se trouve dans un rayon de 250 mètres autour de l'Élysée à Paris. Vous avez la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, vous avez Matignon, un peu plus loin vous avez l'Assemblée nationale, vous avez non seulement les symboles mais les rênes du pouvoir qui sont dans un rayon de 250 km. Et quand bien même un président de la République, parce que le peuple aurait décidé de prendre l'Élysée, donnerait ses ordres en exil, il perdrait sa légitimité petit à petit. Et donc, il ne faut pas croire, la France est très facile à soumettre par un coup d'État militaire. Et c'est bien ça qu'il faut empêcher par un sursaut démocratique, dans lequel les pouvoirs publics, bien entendu, feront un pas vers le peuple décisif, parce que rien ne pourra être fait sans un pas vers le peuple. Exactement de la même façon d'ailleurs que l'Afrique du Sud, dans la deuxième moitié des années 90, le pouvoir blanc avait fait un pas vers le pouvoir de l'ANC, et c'est comme ça que le pire a pu être évité. Eh bien, le pire pourra être évité en France que si un nombre suffisant de représentants du peuple à toutes les échelles, communes, régions, nations, font un pas vers le peuple et que le peuple fait un pas vers ses représentants pour pouvoir garantir une expression démocratique plus rapide et des décisions aussi plus rapides et adaptées, réalistes face à la situation. Je vais reciter Nassim Nicolas Taleb, s'il faut paniquer tôt. Si une situation mérite qu'on panique, il faut paniquer tôt. Ça mérite mieux que de paniquer tard. Les conséquences sont moins graves, exactement comme la gangrène. Vous paniquez tôt, vous amputez le pouce. Ok. Acceptez l'idée que vous n'aurez plus de pouce.
c'est mieux que d'accepter l'idée de ne plus avoir de bras, ou de ne plus avoir une moitié de l'épaule, ou de ne plus avoir de vie. La démocratie française doit prendre les mêmes décisions. Sa monnaie, elle doit bien sûr la changer. La situation bancaire amène d'autres changements qui peuvent apparaître drastiques, mais qui ne le seront pas en réalité face à ce qui pourrait arriver si on laisse le tsunami bancaire et financier balayer la France, balayer la confiance, semer la violence. Quand les gens verront qu'ils ne pourront plus retirer leur argent, il vaut mieux que les gens voient qu'ils peuvent retirer un autre argent que l'euro qui a subi une dévaluation de 9, 10, 11% max, plutôt que les gens découvrent qu'ils ne pourront plus rien retirer, que leurs économies se sont volatilisées. Et qu'ils ne peuvent plus se faire confiance entre eux, parce qu'il n'y a plus de tiers de confiance à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Et que dans les activités économiques qui comptent, qui créent l'emploi, qui créent la richesse, qui créent le fait que la France a tout un tas d'atouts, eh bien il n'y a plus de tiers de confiance et qu'il n'y a même plus l'ambition d'en créer. Ni les moyens, ni la volonté. Là, ce serait une situation catastrophique où on aurait une France qui s'enfoncerait petit à petit dans un scénario presque à la libyenne. Si les décisions les plus réalistes ne sont pas prises rapidement et démocratiquement, la violence ne fera que s'installer en France. Parce que la crise dans laquelle nous sommes entrés est une crise très supérieure à la crise de 2008. C'est quelque chose qu'il faut voir en face. Et plus on le verra en face, plus on verra qu'en réalité, un énorme espoir existe, même à court terme, que beaucoup de solutions existent, et que ces solutions ne consisteront pas en un repli de la démocratie, mais au contraire en un épanouissement majeur, et en particulier technologique, parce que nous avons les moyens technologiques de nous réunir, d'échanger. Étienne Chouard a monté les ateliers constituants, c'est une excellente technologie politique, et il y en a plein d'autres, avec les technologies notamment blockchain qui ont été développées dans les 10 dernières années. Il y a moyen de renforcer la démocratie, politiquement, technologiquement, socialement. Et c'est plus de démocratie qui nous sauvera de la crise, pas moins. Si on doit s'amener à un repli de la démocratie, je crains vraiment pour la France. Donc, célébrons l'héritage intellectuel de Bernard Lietaer, qui nous a montré, pas toute la voie, mais une énorme partie de la voie, avec les monnaies locales, pour une petite partie de l'économie, j'insiste, avec les crypto-monnaies, et avec un État qui continue à faire son travail en éditant des monnaies qui ne sont ni des crypto-monnaies, ni des monnaies locales. Tout cela doit pouvoir vivre ensemble dans le cas d'une crise. Pas forcément après. En Suisse, le franc Raiffeisen et le VIR ne sont quasiment plus utilisés, parce que quand tout va bien, il n'y en a plus besoin. Mais quand tout va mal, quand le tsunami est là, il faut un écosystème exactement comme la présence de la mangrove sur les côtes d'Asie du Sud-Est aurait pu, c'est démontré en écologie et en biologie, aurait pu réduire l'impact du tsunami. De la même façon aussi que la présence d'une forêt réduit l'impact de précipitations abondantes, surabondantes, et réduit les risques de glissement de terrain, etc. Eh bien, c'est la même chose. Un écosystème monétaire sain et un écosystème démocratique sain réduit l'impact des crises majeures bancaires. Nationaliser les banques, les remettre sur le marché au plus tard 5 ans. 5 ans, c'est déjà énorme à notre époque où tout va plus vite. S'inspirer de ce qu'a présenté Bernard Lietaer, s'inspirer de ce qu'a présenté l'Islande au monde. C'est un tout petit pays, oui, mais l'expérience est là. Et consacrer le principe, pas de dette publique sans équivalent public. Pas de dette publique sans équivalent public. Si le public n'a pas vu concrètement pourquoi cette dette est sur son dos, par des hôpitaux, par des infrastructures, etc., le public n'a rien à voir avec cette dette. Si cette dette vient du fait qu'on a sauvé Goldman Sachs aux États-Unis, eh bien c'est à Goldman Sachs de la rembourser. Ce n'est pas au public de la rembourser. Si par contre cette dette a servi effectivement à construire de l'intérêt public tangible et immédiat et dont le public est seul juge, par son honneur, eh bien oui, il doit rembourser cette dette tout à fait. Mais bien sûr en récupérant les bénéfices de ce que l'infrastructure génère comme richesse. Ça, c'est un autre sujet. Si vous avez construit des aéroports avec de la dette publique et que le public doit rembourser cette dette, eh bien qu'il rembourse cette dette avec l'argent généré par l'aéroport. Ça semble évident.
Dieu sait que toutes les personnes qui me suivent, savent aussi d'ailleurs, pas que Dieu, on va laisser même Dieu en dehors de tout ça, que je ne suis pas un communiste et que je ne suis pas un collectiviste. Et pourtant, je suis le premier à dire, si vous avez mis de la dette sur le dos du public, et que cette dette a servi certes à construire des infrastructures que le public utilise, comme des transports en commun, comme des aéroports, ou comme des systèmes de financement, des fonds d'investissement dans les jeunes pousses, etc., eh bien si le poids du remboursement de cette dette est sur le dos du public, le bénéfice de la richesse générée par ces infrastructures doit bien évidemment aussi être mis à la disposition du public pour qu'il rembourse cette dette. Vous ne pouvez pas demander d'un côté au public de rembourser la dette qui a servi à construire tel hôpital, telle infrastructure lucrative par ailleurs, et d'un autre côté dire cette infrastructure lucrative ne contribue pas au remboursement de la dette qu'il a vu naître. Non, ça ce n'est pas possible. Mais si on accepte d'être réaliste vis-à-vis de la dette, la France peut repartir. Elle a un potentiel de richesse faramineux, elle a encore, par sa zone économique exclusive, un sous-sol extraordinaire, même sur un mode extractiviste comme la Russie. Mais moi-même, je suis aussi pour la France intelligente, c'est-à-dire une France qui va au contraire utiliser sa biodiversité, non pas comme source de matières premières, mais comme source de connaissances. On a une France qui est brillante intellectuellement, qui a une des recherches les plus efficaces au monde. Il ne lui reste plus qu'à concrétiser cette recherche par du développement et des emplois qui vont rester dans le pays. Ce n'est pas si difficile et on va y parvenir. Et face à cela, la crise qui s'annonce peut être complètement dépassée et la France peut en sortir beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, même sur le plan culturel et intellectuel, qu'avant la crise. Voyons cette crise comme une opportunité de renforcer notre démocratie, notre appareil de création de richesse. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans cette crise qu'il n'y a de menaces, si et seulement si nous sommes réalistes. Voyons qu'une crise majeure est en développement, que c'est une crise pire que 2008. D'un côté, oui, mais que de l'autre côté, nous avons, nous, une intelligence collective bien meilleure qu'en 2008, parce que nous savons quelles décisions doivent être prises, que nous allons les prendre rapidement et efficacement, et que cette crise plus violente que 2008 sera pour nous une promenade.